Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Mediarama, table ronde pour les prédictions médias, deuxième table ronde avec une petite spécialité sur le membership. Pour cette table ronde, évidemment, il faut être plusieurs et donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lise Benamou. Lise, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, tu es la directrice marketing et revenus clients du groupe Les Échos, Le Parisien. J'ai également autour de cette table Maxime Leroy, Max Leroy pour son surnom, son nom de scène. J'ai l'impression qu'il y a un sujet là-dessus. Le sujet, c'est de faire écrire IME aux États-Unis, quoi. C'est quasiment impossible. Voilà, donc Max T'as Leroy. pas de E, t'as un Y, t'as à peu près tout, donc j'ai abandonné. C'est beaucoup plus simple. Bienvenue, tu es donc consultant dans les médias et ex-product leader au New York Times, à CNN et puis avant à Meetup. Donc voilà, tu es avec ta casquette de consultant et puis surtout d'être passé au New York Times, qui est évidemment un média qu'on regarde beaucoup, surtout sur les questions de membership. Et enfin, Johan Lopez. Johan, bonjour. Bonjour. Donc, on avait déjà eu chez Mediarama. Tu es le fondateur de la newsletter Snowball. Donc tu as ce qui est un média, une newsletter avec une belle communauté, une belle animation communauté. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est premièrement peut-être de faire un rapide bilan de 2022 et puis de voir vos prédictions sur 2023, sur tout ce qui est membership, animation, de communauté notamment. On va commencer donc, comme je disais, par le bilan de 2022. Donc là, c'est une question qui s'adresse à tous les trois. Entre une newsletter Substack, des médias établis comme Les Échos ou carrément globaux comme le New York Times où tu étais, Maxime. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes types d'utilisateurs, les mêmes échelles en tout cas, et pourtant il y a des choses communes. Trouver des moyens d'engager les audiences. Si vous deviez citer un apprentissage en termes de fidélisation que vous avez fait au cours de cette année, donc que ce soit des méthodes d'usage, des modèles de communauté, qu'est-ce que ce serait? Lise, est-ce que tu veux commencer pour répondre à cette question en 2022? Quel apprentissage tu as fait sur la fidélisation de la communauté? Écoute, la fidélisation de la communauté passe par du multi-touchpoint. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'un client, quand on l'a, l'objectif principal, c'est de le faire consommer. Et donc, pour le faire consommer, évidemment, étant médias nous-mêmes, on a nos propres contenu, effectivement. Mais en fait, notre client, il faut qu'on puisse le toucher sur plusieurs canaux pour pouvoir l'inciter à consommer, puisqu'on sait qu'un client qui est très engagé, au final, il va rester et ça optimisera ton churn. J'avais en tête qu'il fallait genre 15 touchpoints avant que quelqu'un s'abonne. Je ne sais pas si c'est le bon métrique en 2022. Alors, écoute, je ne sais pas si c'est le bon métrique. Simplement, je peux te dire que dans le groupe, il nous faut moins que 15 touchpoints pour conserver nos clients. D'accord. Et ça, c'est un secret, ce métrique? Non, on n'a pas de secret, mais... Mais c'est moins de 15. Des petites recettes. Oui, c'est moins de 15. Bon, écoute, donc c'est ça. C'est en tout cas, c'est multiplier... Tu peux diviser par 2. Pour avoir le résultat. Ouais. Bon, écoute, donc ça, c'est de l'apprentissage. C'est vraiment de multiplier les points de contact, en tout cas, quels que soient les canaux, pour les toucher. Maxime, alors évidemment, tu es revenu en juin, mais tu es dans les médias. Est-ce qu'un apprentissage en termes de fidélisation, une belle pratique que tu as vue en 2022 pour fidéliser sa communauté? Début de l'année, ce auquel je pense le plus comme exemple, c'est le channel Telegram qu'on a lancé au moment de la guerre en Ukraine. En fait, ça, c'est une conversation email Au New York Times. Au New York Times, pardon, ouais. C'est vraiment une conversation d'un dimanche après-midi de la premire semaine. Donc, tu as l'invasion le jeudi.
on se rend compte que pour tous nos abonnés, on va dire traditionnels, on va pouvoir couvrir le conflit assez... et tout ça se fait un peu dans le choc quand même, mais on va pouvoir couvrir le conflit avec nos canaux traditionnels. On lance une newsletter dédiée assez rapidement. On a la home qui se met en mode super home, enfin voilà, tous ces sujets-là. Mais on sent quand même qu'il se passe quelque chose en Europe de l'Est qu'on ne va pas pouvoir couvrir avec le média classique, parce que les Ukrainiens ou les Russes qui sont derrière un firewall ne vont pas accéder au New York Times juste en loadant la page d'accueil. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, on crée le channel, premier channel du New York Times, en fait, qui est le channel du New York Times et qui ne couvre que le conflit en Ukraine en 2 jours. Et en fait, on l'a lancé et aujourd'hui, ils ont 100 000 abonnés. Et il n'y a clairement pas que des Ukrainiens et des Russes. En fait, on a largement dépassé cette première communauté. Et ce qu'on a eu comme retour, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés et qui nous disent moi, sur ce sujet-là, c'est parfait parce que la newsletter, elle est très longue. Elle arrive dans ma boîte email. Je ne sais pas si j'ai envie de la lire tous les jours sur le sujet. Alors qu'en fait, là, c'est dans ma messagerie. Il y a des images. Je ne clique pas à chaque fois pour sortir de la messagerie. Parfois, je le fais pour lire l'article en entier, parfois le résumé, parce qu'on met pas que 3 lignes, c'est vraiment des posts entiers. C'est des articles entiers. Ouais, parfois, quasiment, ouais. Et c'est hyper intéressant, parce qu'avec Telegram, on a pu faire énormément de choses, on peut mettre des images entières, des vidéos entières, et donc ça a hyper bien marché. Et New York Times, c'était déjà sur Telegram avant ? Pas du tout. Non, c'était vraiment la première initiative. Ça a été le combiné du sujet, qui géographiquement fait que aussi on a privilégié Telegram, qui est plus présent en Europe de l'Est, et expérimentation sur la messagerie qu'on voulait faire depuis longtemps, mais on n'avait pas forcément trouvé le bon angle. Et là, en fait, il est venu un peu plus naturellement. Très bien. Écoute, un bon usage. Ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que derrière, ça peut vraiment transformer sur l'abonnement, ou en tout cas, est-ce que tu as des ponts à faire ? Je ne sais pas si techniquement, ça répond en tout cas à un besoin d'urgence d'information et de sortir. Techniquement, ce qui est fantastique avec un channel Telegram, c'est qu'on peut poster dedans. Ouais. Donc, en fait, si on veut faire un sondage pour savoir qui nous lit, pourquoi, il suffit juste de mettre le lien vers un sondage dedans. Enfin, il y a énormément de choses. On ne se rend pas compte qu'ils sont beaucoup plus faciles avec un canal aussi moderne que d'essayer de faire des inserts dans une page d'accueil pour que des gens répondent à une enquête ou essayent de s'abonner. Il faut demander au marketing. Donc voilà, faut avoir. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant avec ce canal. Ouais. Top. Johan, toi, sur 2022, je ne sais pas, tu as testé plein de choses. On te suit, il y a évidemment plein de trucs, mais peut-être même en dehors de Snowball. Est-ce que tu as vu des apprentissages, des choses qui ont été faites en modèle de communauté, tout ce que tu veux, qui t'a un peu marqué et que tu as appris ? Ouais, moi je pense que je rejoins un peu ce que disait Max, c'est comment tu humanises un média. Donc j'ai vu beaucoup de nouveaux médias, tu vois, qui sont très centrés autour des créateurs. Donc le journaliste est vraiment mis en avant, très incarné, très incarné. Et du coup c'est un peu ce que j'ai fait avec Snowball. Et pareil je rejoins Telegram. Moi j'avais lancé en 2021, donc c'était pas forcément en 2022, mais j'avais lancé le canal WhatsApp. Et en fait là l'idée aussi c'était de se dire en fait, dans WhatsApp, tu as quoi ? Tu as ta famille, tu as tes amis. Et donc, en fait, c'est des petits groupes. C'est des petits groupes. Donc, toi, si en tant que média, tu arrives à aller dans cette inbox, du coup, tu crées un lien quand même beaucoup plus fort avec ta communauté. Et ça augmente ce côté humanisation du créateur, du média, tout ça, quoi. Donc, ça, je pense que c'est un vrai truc. Et on le voit de plus en plus se développer. Et en 2023, je pense que ça va aussi exploser. C'est collectif, ces nouveaux médias très centrés autour d'humains, quoi, en fait, tout simplement. Avec des photos très mises en avant. Ouais. Je pense à Sémaphore aussi, qui s'est lancé aux États-Unis avec des gens très incarnés. Et alors, du côté, est-ce que des flops, vous avez vu des flops d'engagement, des opérations en marketing, des médias ? Alors, ça peut être sur des technos. Alors, je vous aide, il y a les NFT, le métaverse, dont on avait beaucoup parlé forcément dans les prédictions l'année dernière. Est-ce que vous avez testé des choses, les Échos, le Parisien, sur les NFT, le métaverse ? Alors, je dis flop. Je crois, dans la techno, j'ai plus de mal à voir des usages. Est-ce que vous avez fait des choses là-dessus qui ont été des réussites ou des flops ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de flop, on peut parler d'axes d'optimisation plutôt. Oui, il y a des actions qui ont été faites aussi bien sur les Échos que sur le Parisien, avec des ventes de une. Ouais, les une, ça s'est beaucoup fait ça dans les médias.
un peu collector effectivement en NFT. Et après, c'est quelque chose qu'on doit sans doute rechallenger l'année prochaine. Et parce que je voulais te poser la question sur Telegram, parce que je ne sais pas si on reparlera de Telegram, mais ça m'intéresse, mais peut-être faudrait qu'on fasse un épisode de Mediarama dessus. Vous avez testé des choses sur Telegram entre les Échos et le Parisien ? Non, on n'a rien testé. En revanche, on veut plutôt utiliser WhatsApp comme canal de contact auprès de nos clients. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en entrant, on utilise les canaux classiques. Et il nous semble important que WhatsApp intègre ces canaux classiques. Et du coup, WhatsApp nécessite aussi une réactivité plus importante pour le client. Avec WhatsApp, le client il n'a pas l'habitude d'attendre. Donc, il faut mettre les moyens humains en face de cette nouvelle chaîne. D'accord. Donc, ce sera à surveiller et à... Sur 2023. Sur 2023, exactement. Parlons un peu justement de 2023. Maxime, j'ai une question pour toi. Donc cette année 2022, tu appelais dans une tribune sur Mediane à soigner l'expérience des abonnés à travers des fonctionnalités exclusives. C'était un peu le but de ton propos. À quoi ressemblent les modèles qui, à ton avis, vont percer ou se distinguer durablement en 2023 ? Un bon exemple, c'est de se dire quand on est... un média avec des abonnés, donc qui ont accès à... On met tout ce qu'on veut derrière le modèle freemium ou de paywall, c'est-à-dire qu'on met l'accès au contenu aujourd'hui. Pour certains, il y a du serviciel selon le groupe, et on va mettre énormément de choses derrière. Comment est-ce qu'on peut être compétitif par rapport aux grosses boîtes tech ? Je donne un exemple sur le partage, par exemple. Essayer de créer un bouton de partage qui va être plus puissant, mieux designé et plus pratique que celui d'iOS ou d'Android, c'est quasiment impossible. Par contre, la fonctionnalité d'offrir un article, ça veut dire de dire en fait, nous on sait que vous êtes abonné, on sait que vous voulez partager un ou deux articles par mois et on vous donne la possibilité avec ce lien unique que seul le média est capable de générer pour pouvoir le faire lire à votre famille et eux n'auront pas le paywall. Ça, c'est une vraie fonctionnalité compétitive par rapport à ce que faire les gens de la tech qui maîtrisent nos devices ou les data. Donc je pense que pour un média, le meilleur terrain pour soigner cette expérience abonné, et ça revient à la première question de la fidélisation, c'est qu'est-ce que je peux offrir qui est fondamentalement dans mon domaine d'expertise, dans ce que je possède, que je suis le seul capable d'offrir. iOS ne pourra pas rendre l'article gratuit, même s'il le souhaite. Ouais. Et ça, aujourd'hui, Mediapart le fait, Le Monde, il y en a sûrement d'autres. Le New York Times l'a fait. Je ne peux pas partager de chiffres, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait le faire, ça marche bien. En plus, ça marche super bien. Data, ça te permet c'est un avantage. Ouais. Et c'est pas un A/B test avec un seul chiffre en pourcentage. Ça marche très, 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 très bien. Donc, il faut le faire parce que ça répond à un besoin. Nous, on a fait de la recherche utilisateur là-dessus. C'était hyper concret. Les gens nous disaient, voilà, je partage énormément. La raison pour laquelle j'ai du mal à partager, c'est qu'en fait mes amis peuvent pas le lire, donc je prends des screenshots. Et alors là, le screenshot, entre le lien qui est bloqué et le lien que vous offrez, le pire du pire, c'est un screenshot où en fait les gens ne reviendront plus jamais sur votre contenu de l'autre côté, puisqu'en fait ils ont déjà tout dans le visuel. Donc le seul moment où ça marche bien, c'est de dire aux gens non, prenez pas 4 screenshots parce que vous essayez de couvrir tout l'article et en plus il y a des pubs ou autre. Prenez ce lien-là et tout le monde dans votre famille ou parmi vos amis peut le lire, quoi. En rentrant l'email de la personne, en essayant de le travailler, ou même pas forcément. Ça, c'est ce que fait Le Monde, par exemple. C'est l'implémentation du Monde ou de Mediapart. Au New York Times, on a été encore plus agressif. Il y a 10 liens, 10 articles sur 30 jours glissants qui peuvent être offerts sans aucune... On considère que ce qu'on récupère en trafic entrant par rapport à ces... on l'a vu parce qu'on regarde tout le trafic qu'on a via le dark social, comment est-ce qu'il augmente et d'où il vient. Et en fait, on sait que nous, ce qu'on veut récupérer, c'est pas tant une email par rapport à là où on n'avait pas d'email. Ce qu'on veut vraiment récupérer, c'est la part du gâteau qui est même pas visible pour nous, qui est le screenshot. C'est-à-dire un lien qui n'arrivera même jamais chez nous parce que les gens s'envoient un visuel au lieu d'essayer de venir sur nos plateformes. Parce que derrière, on sait qu'on a un registration wall, on sait qu'on a plein de walls et d'outils si pour essayer de venir, que tu aies son mail ou pas, s'il vient, c'est plus important. C'est votre boulot de le capter. Le pire du pire, c'est qu'ils ne viennent pas parce que il a déjà tout dans son WhatsApp ou dans son Telegram. Parce qu'il a un screenshot ou un copier-coller.
Oui, exactement. Ouais. Mais Qu'il en n'ait tout cas, pas c'est besoin ça le d'aller pire. sur le contenu. Ouais. Lee, ça te parle parce que évidemment, de toute façon, ces stratégies d'acquisition ou pour même limiter le churn. Donc là, par exemple, ce partage d'articles gratuits complètement open. Est-ce que vous avez des techniques comme ça d'acquisition? Nous, on travaille sur le multi-access et en fait, le multi-access te permet d'offrir, en fonction de la catégorie dans laquelle le client est rentré, certains avantages. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille pour le Parisien. Et bien évidemment, le fait d'avoir plusieurs offres, en fait, te permet d'avoir plusieurs services et donc une granularité de services en fonction de ton offre, de l'offre que tu as prise. D'accord. Et pour limiter le churn, est-ce que tu vois pour 2023 des stratégies que tu pourrais donner aux médias sans dévoiler toutes les secret sauce, mais Alors, je ne sais pas pour les autres médias, je peux parler pour qui sont des bonnes pour le pratiques groupe. que tu as vues en fait, sur lesquelles vous allez un peu appuyer en 2023? Alors, le log. Le log contribue forcément C'est un outil anti-churn, le log. à la rétention, puisque à partir du moment où le client est logué, il y a un engagement quand même qui est fort. Donc le log est un axe stratégique, me semble-t-il. Et puis je reviens toujours avec j'ai quelques marottes, et donc le multi-touchpoint est essentiel. Et dans le multi-touchpoint, l'utilisation de la data avec plus de granularité, puisqu'en fait, le Graal, c'est de parler à son client en one-to-one. Et ça, quand on parle à son client en one-to-one, le churn ne peut être que meilleur. Ok. Écoute, très clair. Johan, alors, à une autre échelle, hein, évidemment, mais comment tu vois, toi, l'écosystème des newsletters évoluer? On a beaucoup parlé en 2022 de la subscription fatigue, donc une espèce voilà, on sentait que ça allait très fort et puis ça a un petit peu baissé. Est-ce que tu le sens aussi, toi, à ton échelle, alors qui est déjà une belle échelle, mais en tout cas sur Snowball? Non, mais déjà, je voulais juste rebondir sur le churn, parce que c'est vrai que dans la newsletter, je pense, et je l'ai vérifié, moi, une grosse partie des utilisateurs churn parce qu'ils ont trop de contenu. En gros, ils disent j'en reçois beaucoup trop. Donc je pense qu'un des moyens, en tout cas moi, c'est un truc que j'ai envie de tester, c'est de donner moins de contenu. En gros, on en parlait tout à l'heure un peu en off, c'est que les gens, ils ont besoin... Enfin, il faut vraiment que le contenu qu'on leur envoie, ce soit un contenu qui soit utile au moment où ils ont envie de le lire, quoi. Ouais. Et en fait, ça, c'est un vrai souci quand tu balances comme ça, en mode je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent, quand, etc. Ouais. Et donc, souvent, les gens disent en fait, j'aime bien ton contenu, mais j'en ai beaucoup trop, quoi. Donc, en gros, c'est comment tu arrives vraiment à faire en sorte que tu l'envoies à la bonne personne et que c'est le bon sujet, ou alors comment tu fais en sorte qu'une personne qui reçoit un mail tous les jours, tu lui dises, tu reçois trop de news, mais en fait, abonne-toi au truc et t'as un résumé toutes les 2 semaines, ou enfin, j'en sais rien, quoi. Mais ça, je pense que c'est un vrai sujet pour les newsletters, et ça revient sur ce que tu disais sur la fatigue des abonnements, etc. On a de plus en plus, il y a eu l'explosion Substack en 2000. On va dire, ça a commencé quand? Aux US, ça a commencé beaucoup plus tôt. En 2020, on commençait à voir ça qui explosait. En France, ça arrive là maintenant. Ouais, et tu sens, enfin, il y a quand même pas mal d'auteurs qui sortent de Substack, qui retournent dans les rédactions, hein, d'ailleurs. Et comment ils peuvent se renouveler si on se projette 2023 c'est une vraie bonne question. Tu vois? Non, mais après, je pense que les gens, en fait, c'est toujours pareil dans le contenu, hein, c'est savoir que si tu arrives à te renouveler au bout d'un moment, tu vois. Moi, j'ai remarqué les abonnés Snowball, il reste 2 ans à peu près, et au bout d'un moment, en fait, voilà, ils ont envie de voir autre chose. Et en fait, c'est comment toi, voilà, tu vois, WhatsApp, c'était un moyen pour moi de renouveler un peu le contenu, la façon de parler, la façon d'atteindre les lecteurs. Et ça, je pense que c'est important pour les créateurs, même pour les médias, hein, de savoir comment tu te renouvelles. Le Parisien, moi, j'adore ce que vous faites sur Instagram, tu vois, la vidéo, ça a été vraiment pour moi un moyen de un peu une sorte de renouveau, quoi, en fait, du journal. Bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, je pense que ça va être un peu le point clé pour éviter la fatigue, c'est comment on arrive à se renouveler dans les canaux, la façon de parler, la façon de... Et t'en as vu justement des beaux use cases? T'as vu des tendances émerger sur
sur les newsletters? Les tendances, les tendances, ça a été d'aller plus dans pour moi, il y a eu un switch un peu entre du très journalistique vers des choses beaucoup plus, on va dire, tangibles, actionnables, avec des Serviciel, peut-être pas serviciel, mais vraiment la personne qui lit, elle dit ok, je sais pourquoi j'ai lu ça, potentiellement je peux prendre une action derrière. Donc des choses un peu actionnables peut-être. Ouais, actionnables, c'est ça. Et ça, j'en ai vu énormément en fait, sur les 2 dernières années. Et je pense que ça va continuer. C'est une autre façon de, c'est entre la news et je sais pas, les tutos, ou j'en sais rien comment tu pourrais appeler ça, mais un truc vraiment, tu dis, ok, ça rejoint un peu ce que tu disais sur la creators economy, en tout cas. On n'est pas juste dans le truc d'investigation journalistique, etc. C'est des trucs qui rejoignent un peu le quotidien des gens. Je pense que même sur la news, tu peux dire, ok, voilà, cette news, comment elle vous affecte, vous, en tant que personne, quoi, tu vois, sur la news locale ou globale, etc. Plus que de dire, la Russie a envahi l'Ukraine, c'est ok, moi, comment ça va me toucher vraiment? Et encore, on en revient à ce côté très humain, quoi, remettre l'humain au centre de tout ça, mais... Voilà. Donc ça, c'est grande tendance. Écoute, très clair. On parlait un peu de fidélisation d'électorat. Peut-être Maxime, la fidélisation d'électorat en 2023, est-ce que ça ne va pas favoriser justement les grands acteurs qui ont les moyens d'investir et les reins solides pour affronter une récession? On le disait tout à l'heure, il faut 15 points de contact avant que quelqu'un s'abonne. Autant dire qu'il faut du temps pour construire un modèle économique sur de l'abonnement. Et évidemment, je te regarde ici parce que c'est un peu votre quotidien, mais est-ce que c'est réservé aux grands acteurs? Je pense pas, même pas du tout. Si à Média en scène, il y a eu aussi le partage de l'étude Ipsos avec les écoles parisiens, notamment qui s'intéressent au rapport des jeunes à l'information, mais il y a quand même 2 chiffres qui m'ont un peu frappé. Il y a cette logique de énormément de jeunes qui considèrent que les sujets qui les intéressent sont pas assez couverts. Donc on va dire à peu près un tiers. Tu as ceux qui considèrent que c'est hyper anxiogène et qu'ils ont du mal à rester en contact avec tout le monde des news. Il faut aussi se mettre à leur place. Si on a 24 ans et qu'on répond à ce questionnaire, les 6 dernières années qu'on a vécues de 18 à 24 ans dans notre monde informationnel, c'est l'Amérique de Trump, la montée des extrêmes, les attentats une crise sanitaire. C'est énorme. Les news, ils les ont pas connus en news heureuse, mais pas du tout sur les 6 dernières années. Et du coup, à l'inverse, ils veulent encore plus sur certains sujets, environnement, sujets sociétaux, sujets sociaux. Je ne suis pas sûr que les grands, aujourd'hui, soient les mieux positionnés toujours sur ça. Et je dis ça, vraiment, ça s'applique à tous, quoi. Ce n'est pas un en particulier. Et du coup, il y a des médias qui arrivent très, très rapidement à créer de l'audience quand même. Je pense à Vert, par exemple, ou Climax. S'ils vont sur vraiment le sujet environnementaux, il y a plein d'acteurs en ce moment et qu'on tous, évidemment, ils démarrent, mais en fait, bientôt, ils vont avoir plus d'audience. Hugo Décrypte, même si c'est un peu une exception, parce qu'il a aussi ce profil de solo-entrepreneur qui ensuite monte toute une équipe. Mais si on prend proportionnellement en temps d'efficacité, c'est-à-dire qu'en 2 ans, il a le même nombre d'abonnés Instagram, Snapchat et TikTok, même beaucoup plus, que de très très gros médias comme Le Monde ou sûrement Le Parisien, Les Échos. Je sais pas vos chiffres en tête. Sans avoir les chiffres en tête, mais en tout cas, il est sur des niveaux comme ça. Voilà, alors qu'en fait, il est passé de 1 à peut-être 5 personnes, mais ça reste tout petit quand on compare ça à ces rédactions gigantesques. Donc en fait, non, je pense pas, parce que ça dépend vraiment de... Est-ce qu'on parle que d'abonnés ? Est-ce qu'on parle de trafic ? Si on parle de trafic, est-ce qu'on parle de trafic que sur ces plateformes ou sur des nouvelles plateformes, réseaux sociaux, où justement la messagerie, comme on le disait, le Kiev Independent, le channel Telegram, qui est le channel d'Ukraine, il est en train de rattraper celui du Times. Et alors que c'est pas du tout la même taille et qu'ils se sont lancés il y a 2 ans à Kiev. Donc c'est juste des exemples comme ça pour dire que s'il y a un hyper focus sur un sujet, qui touche la bonne population au bon moment et qui a l'intelligence de prendre la plateforme qui sera peut-être la plus à même d'être à l'intersection de sujets et population, je pense qu'il y a des gens, des nouveaux médias qui peuvent créer une audience, rattraper leur retard très très rapidement, en 1 an, en 2 ans. Ouais. Très incarné. Lise, là-dessus, sur la fidélisation d'électorat, est-ce que tu penses que Alors, je peux formuler de plein de manières différentes aussi le truc, parce que j'aimerais aussi rejoindre quand même ce qu'on disait, les tendances de médias très incarnés. Est-ce qu'un groupe comme les Échos, Le Parisien,
tu vois, peut faire vivre des communautés de lecteurs? Est-ce que vous avez en interne justement ces personnes qui peuvent incarner, tu vois, là on va dire que ce soit Le Monde ou Les Échos, c'est des gros médias. D'un côté, on a les petits médias, mais très incarnés, type Yoann avec sa communauté. Est-ce que ça, vous voyez ces tendances et vous êtes capable de vous approprier ces codes-là pour demain avoir plein de communautés, ou est-ce que vous restez sur un modèle grosse communauté quelque part, la communauté Les Échos? Non, mais évidemment qu'on adresse ces communautés. Tu en parlais tout à l'heure. Je crois qu'on est assez présent sur Instagram. Moi, je sais que mes enfants consultent pas le journal Le Parisien, ne vont pas sur le site Le Parisien, mais en fait consultent Le Parisien sur TikTok. Ouais. Sur TikTok, sur Instagram. Donc en fait, en tout cas dans le groupe, et notamment sur Le Parisien, on travaille sur ces nouveaux formats, ces nouvelles cibles. On est très tourné vers les jeunes. Et sont les sujets 2023. Mais après, la question est effectivement qu'est-ce qu'on recherche? On parle de communauté. Est-ce que vraiment c'est de l'audience ou est-ce que c'est sur cette communauté on veut aller chercher des clients? Ouais, mais tu vois, c'est intéressant. Ça revient à la question de départ, parce que le temps de toucher des jeunes sur Instagram, donc c'est plus de la brand awareness, ou en tout cas aller chercher un peu des nouveaux, mais qui ne vont pas, voilà, mais qui vont pas payer. Et avant qu'ils s'abonnent, il va peut-être se passer, je sais pas, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Donc il faut quand même avoir pour le coup les moyens d'investir là-dedans sans qu'il y ait de retour. Parce que je sais pas si vous gagnez de l'argent avec vos chaînes Instagram. Bien sûr que ça va prendre du temps, mais en fait, si on ne prend pas le sujet maintenant, ça risque d'être compliqué, à un moment donné. Il risque d'avoir un trou dans les prochaines années. Et, ouais. Et maintenant qu'on doit adresser ces jeunes sur leur chaîne à eux, avec leur code à eux. Ouais. Et vous arrivez à trouver des gens type... alors je dis Yoann, mais c'est l'influenceur, tu sais, de la table ronde, mais qui peuvent incarner comme ça des communautés peut-être un peu plus réduites, en se disant on a un expert crypto, on a un expert écologie, et qui peuvent incarner ça, et un peu rayonner avec leur communauté. Mais bien sûr qu'il y a des... Tu vois, proche des lecteurs, quelqu'un très proche des lecteurs. Il y a des journalistes qui incarnent ces communautés. Et le sujet est adressé depuis quelques années. Je ne sais pas si c'est quelques années, mais depuis quelques temps. Et c'est un vrai sujet, hein, la cible jeune. Et notamment quand vous êtes entouré de jeunes chez vous, vous vous dites c'est un vrai sujet, la cible jeune. Ouais. Ça, c'est aussi un peu spécifique au format vidéo. Enfin, pas que, parce que tu as aussi les newsletters, mais quand tu regardes, moi j'ai travaillé à CNN, il n'y a que des personnalités. C'est-à-dire que les gens ne se souviennent même pas du nom du show. Ils se souviennent de Sanjay Gupta pour la médecine, de Chris Anderson. Enfin, c'est très, 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 très différent. Et en fait, ce qu'ont réussi à faire les influenceurs sur la vidéo, même si c'est des formats de story beaucoup plus courts, c'est de recréer exactement la même chose, d'avoir une unité audio, vidéo et contenu où ils s'identifient vraiment à une personne qui leur parle. C'est beaucoup plus compliqué pour le texte initialement. Je pense que ouais, la à part des plumes, mais c'est pas évident. Ouais, tu et vois, la newsletter arrive à faire ça parce que du coup, tu as vraiment ce côté de je suis dans votre boîte email, je signe avec mon prénom, j'en parle. Au New York Times, ce qui s'en rapproche le plus, c'est beaucoup plus l'audio. Les gens nous parlent du daily tu vois, de l'auteur un peu iconique et de sa voix, beaucoup plus que malheureusement d'un journaliste qui est en fait dans une zone de conflit. Je ne serais pas capable de te citer malheureusement un seul des journalistes qui étaient en Afghanistan sur les 30 derniers jours, alors qu'en fait ils ont fait un boulot de dingue, sur l'aéroport, à évacuer tout le monde, à essayer de savoir où se passaient des choses, à mettre à jour une carte. Et en fait c'est quand même ceux qui étaient capables d'investir des formats un peu plus incarnés qui ont été capables de le faire. Donc je pense qu'il y a quand même un petit avantage. C'est plus facile sur certains canaux en tout cas. Ouais, et je prends juste une seconde, une casquette produit.
Mais il y a aussi un tout petit souci, je trouve, en termes de plateforme, quand on compare, parce que c'est des stories, on les met un peu toutes dans la même catégorie, Snapchat, Instagram, TikTok, mais c'est mon point de vue, je m'exprime personnellement, mais TikTok, c'est vraiment la pire de toutes, parce que Instagram, tu décides de suivre quelqu'un, que Instagram le veuille ou pas, si tu as décidé de le suivre, tu vas avoir ces stories dans ta collection de stories, et même si elles sont hyper intéressantes au point que tu décides de cliquer pour aller sur le site du Parisien, Instagram ne peut pas te l'enlever et de décider. Alors que TikTok peut le faire. TikTok décide que finalement ce contenu amène trop de gens au Parisien et donc du coup décide de l'enlever et ton contenu sera plus viral. Donc c'est très compliqué, je pense qu'il faut être très honnête sur les objectifs. Je pense que pour un média, TikTok ne peut absolument pas être autre chose que de la brand awareness. Mais par contre, YouTube n'a pas le même rapport au fait que les gens quittent leur plateforme quand tu cliques sur des liens, et Instagram est peut-être un peu entre les deux. Donc c'est pas parce qu'il y a un format de story de vidéo que c'est le même pour toutes les plateformes, je pense. Ouais, c'est bien en termes de fidélisation, il y a quand même des choses différentes. Tu veux réagir à ça, Johan ? Non, moi je suis assez d'accord avec tout ça, mais sur la partie, incarnation, c'est vrai que je vois beaucoup plus aux US avec des... après, on va à Morning Brew, c'est le classique, mais tu vois, qui du coup va aller chercher des gens qui ont déjà une communauté et les ramener dans leur écosystème Morning Brew. Là, ils ont recruté il n'y a pas longtemps Cathy, qui était, elle, du coup, très centrée sur les finances perso, et qui, du coup, a lancé la verticale finance perso sur Morning Brew. Et c'est un modèle, hein, beaucoup tu vois, de groupes. Là, j'avais Nicolas Sterks, Sud-Ouest, cherche à faire ça, en fait, à trouver soit des médias à racheter, soit des personnes qui incarnent, qui ont une communauté sur une verticale, parce que c'est plus facile que de le monter peut-être de zéro. Ouais, c'est ça. Et puis tu touches aussi c'est ce qu'on disait par rapport aux Parisiens, c'est tu touches une cible potentiellement plus jeune, parce que du coup, en fait, devenir influenceur, souvent c'est des gens qui eux-mêmes sont jeunes aussi, tu vois, Hugo Décrypte, etc. C'est pas... Recréer ça, c'est pas évident si t'as pas déjà l'ADN dès le début, quoi. Donc aller potentiellement recruter ces gens-là et les intégrer dans ton média. Il y a quelques beaux succès, hein. Je ne sais pas si vous avez vu Alternative Économique sur TikTok, qui fait ils ont recruté un mec et qui cartonne, qui fait ça très bien, assez low cost. Bon, il y a quelques coups comme ça, mais évidemment, c'est toujours plus simple d'aller trouver des gens qui ont déjà leur communauté. Je fais un petit non pas une digression, mais je reviens un peu sur les notions de membership qui était le thème aussi. Donc j'ai vu dans les prédictions du Nieman Lab, je ne sais pas si vous les avez vues, les prédictions 2023, il y a Ryan Kelled, qui est vice-président de l'audience chez Axios notamment, qui parle de la nécessité de réinventer le membership dans les médias et de s'inspirer d'autres industries comme celle des clubs de fidélité des compagnies aériennes. Est-ce que ça te parle, ça, Lise, de vraiment, donc tu vois, selon ce que tu consommes, tu as plus ou moins davantage le prix, etc. Je trouve ça assez intéressant, ces notions-là. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, en fait. Effectivement, en fonction de ton prix d'entrée, on doit laisser un accès à un service plus ou moins important. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on peut toujours se poser la question sur l'impact d'un club. Ouais. En fait, c'est toujours une question qu'on se pose. Mais quel est l'impact d'un club sur la fidélité ? Bon, c'est assez compliqué de mesurer ça. Donc, quand on le fait, on prend des cas vraiment à la main et on regarde. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, le fait que... Parce que c'est une forme d'engagement, en fait. Si ton client... il participe à un événement de ta marque, il y a un engagement qui est fort et qui fait que si l'expérience est bonne, alors je ne te dis pas que ton client il est acquis ad vitam, ça on en rêverait tous, c'est pas tout à fait le cas, mais effectivement on s'aperçoit que les gens qui consomment des services d'un club sont plus fidèles que les autres. Et c'est important, effectivement, d'avoir des services dans ton club granulaires en fonction du prix que tu payes. Alors, c'est horrible d'être mercantile, mais c'est quand même la vérité. Ben non, mais c'est un peu la vérité. Et puis ça rejoint aussi un peu les notions de bundle. Au New York Times, c'est des choses aussi... vous réfléchissiez, je ne sais pas si tu étais aussi un peu là-dessus, sur ces notions un peu de membership, un peu comme les clubs, c'est des... Si, mais peut-être pas avec l'industrie
des compagnies aériennes Et en tête. la comparaison est osée, mais... Ouais. Bah, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être la seule différence que je ferais, qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, c'est pour moi, il y a une notion d'engagement progressif. Et comment est-ce que tu vas toucher les gens sur des canaux différents, potentiellement leur créer une expérience dédiée sur un canal. Il y a des groupes Discord de médias, par exemple, et bah, peut-être que c'est accessible, même si c'est effectivement plus cher, qu'à partir d'un certain niveau de membership. Alors que là où je ferais une petite différence sur les stratégies de compagnie aérienne, c'est que tu essayes de maintenir les gens à un nombre de points en les obligeant à consommer quelque chose qui est toujours la même chose en fait. C'est toujours ton même vol, tu essayes juste d'en faire un maximum. Et ça, je pense que cette espèce de surconsommation de la même chose, c'est pas très original et je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui de dire aux gens, bah, en fait, si vous lisez, pas que ce soit une métaphore exacte, mais si vous lisez 20 articles du Parisien, c'est ça, et puis 50, ce serait ça, mais effectivement, différents canaux, de dire, bah, maintenant vous avez accès à un groupe WhatsApp dédié, comme ce que peut faire Johan, ou à telle chose. Plus de services, en mode bundle. Un peu, ouais, il faut différencier. Bundle de services. Ouais. Aujourd'hui, au New York Times, tu as non seulement des offres avec différents prix selon le serviciel que tu inclus, que t'es Cooking, The Athletic, Wirecutter et les jeux, mais je pense que la prochaine frontière, c'est pas tant le bundle, qui est accessible à pas mal de groupes finalement s'ils décident d'ouvrir des verticales, mais comment même sur les news tu dis bah en fait on passe d'une personne qui n'engage que sur l'app en regardant de temps en temps 2 fois par jour des contenus et ne fait rien d'autre, à quelqu'un qui voudrait discuter avec un journaliste, pas en one-to-one tous les jours, mais une fois par an, pouvoir poser une question dans un événement. Et entre ces 2 personnes-là, même si elles sont pas dans des logiques de bundle en termes de différence de contenu, parce que c'est le même contenu techniquement qui les intéresse, ça peut être les news pures, mais en fait, c'est des engagements totalement différents. Et si tu leur dis, pour vous deux, de toute façon, c'est 9,99 par mois et pour toute l'année, on fait aucune différence. Bah, je pense que du coup c'est pour ça qu'il y a énormément de nouveaux médias qui se lancent, qui tentent des choses via des newsletters ou autres et qui arrivent, parce que pour l'instant c'est encore vachement fixe comme offre. Ouais, bien sûr. Et donc ça, tu penses que c'est quelque chose en 2023 qu'on va voir beaucoup plus ouais. dans les modèles? Ouais, je suis convaincu, parce qu'il y a déjà des... Arte avait créé un groupe Discord pour Vortex, il ne l'avait pas monétisé, mais en fait il y a une expérimentation de dire, voilà, vous regardez énormément les vidéos de ce projet-là, bah, maintenant vous pouvez en discuter. Le Monde, avec qui j'ai pu travailler en toute transparence, a fait la même chose avec l'OSINT, qui a explosé visuellement, enfin, dans l'esprit des gens pendant le conflit en Ukraine. Donc voilà, il y a des gens qui commencent à se passionner, enfin, qui étaient déjà passionnés pour des sujets, et doucement, il y a des expérimentations pour pouvoir leur donner plus d'accès à l'effort journalistique. Et dans l'étude du Parisien, Les Échos, tu as aussi la distance avec le journalisme, c'est plutôt des mauvaises stats assez hautes, j'ai oublié le chiffre exact, mais c'est en gros un tiers de gens qui font pas confiance aux médias et aux journalistes. C'est pas une stat acceptable si on se dit que... non, c'est un échec. Ouais, c'est dommage. Donc en fait, il faut aussi redire aux gens ce que c'est que le journalisme, comment ça fonctionne, comment les sujets sont choisis, montrer que y a des journalistes derrière des papiers ou derrière des vidéos, même si elles sont pas justement incarnées derrière une story, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est à la fois bien pour le business, je pense, parce que de manière mercantile, il y a moyen d'offrir autre chose que juste le même abonnement pour tout le monde. Et en plus, c'est bon pour le fait d'expliquer ce que c'est que cette industrie, quoi. Ouais. Comment elle fonctionne et ce qu'elle fait. Je pense un peu de transparence là-dessus. Lise ? C'est intéressant parce que quand je t'entends, tu parles d'accès à un contenu éditorial supplémentaire, mais en fait, tu as 2 sujets. En fait. Tu as l'accès au contenu éditorial et puis l'accès à des services et aussi à des services. Et en fait, les clients aujourd'hui, ils ont très envie d'avoir des services qui leur sont réservés en tant que clients. C'est ça un peu la notion de club, tu vois, compagnie aérienne, t'as des avantages à droite à gauche. C'est pour ça que... Et tu parles au pilote. Ouais, par exemple. Non, mais c'est ça aussi, tu vois, la toute fin. Et c'est vrai que dans le groupe, on a développé, et notamment sur le Parisien, il y a un club abonné qui existe. Et un des avantages qui avait une forte valeur perçue, parce qu'en fait, le sujet, il est aussi pour le client sur la valeur... La perception de la valeur de son abonnement. Exactement. Et de qu'est-ce que j'ai en plus que n'a pas mon voisin.
Et c'était la proximité, l'accès à la rédaction. C'est-à-dire qu'on organisait des tables rondes où en fait nos clients, nos abonnés, avaient la possibilité de rencontrer la direction de la rédaction et d'échanger. Et effectivement, là, on échangeait sur le contenu, mais en fait, la première valeur perçue, c'était moi, j'ai accès, moi, je peux parler à la rédaction. À la rédaction. Une expérience un peu. Voilà, une expérience. Et la même chose pour les Échos. On a créé sur une offre premium un accès à la rédaction via des webinaires qui leur sont spécifiquement réservés. Ouais. Voilà. Ben ça marche bien, effectivement. Est-ce que toi, de ton côté, Johan, cette notion un peu de... Alors, c'est des choses que tu fais déjà beaucoup, mais de club de fidélité, cette prédiction du Nieman Lab. En fait, moi, j'aime bien le côté frequent flyer, etc. Parce que du coup, l'autre jour, j'allais sur le Guardian et je trouvais ça très malin. À chaque fois que tu vas sur un article, ils te disent c'est le 13e article que vous lisez. Tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ça qui est... L'info, c'est tellement une commodité et en fait, on le prend tellement pour un... Voilà, c'est un acquis, quoi. Et en fait, quand tu te rends pas compte, en fait, que tu as lu 150 articles Le Parisien depuis 2 ans, en fait. Et du coup, là, il faut s'abonner. Hein. Non, mais en fait, c'est ça. On a largement dépassé les touchpoints. Là, il faut vraiment s'abonner. Ou alors 50 newsletters Snowball. Et en fait, le fait du coup, de te dire qu'en fait, potentiellement, tu peux avoir un programme très lié à ce que font les compagnies aériennes où en fait, tu sais que tu as 1 million de miles parce que tu as beaucoup voyagé. Les miles représentent tes voyages. Et du coup, tu te dis en fait, ah ouais, ok, je vois la valeur que m'a apporté cette compagnie aérienne. Et appliquer ça aux médias, je pense que c'est hyper malin parce que non seulement tu peux leur filer des cadeaux, comme on dit, des accès, etc. Ça, c'est un truc assez basique, mais aussi en leur filant ces points, etc., ils se rendent compte de la valeur que tu leur as apportée parce que si tu lis ça, si tu associes ça avec le nombre d'articles que tu as lus, etc., alors il ne faut pas que tu tombes dans le côté je lis des articles pour accéder au club, etc. Non, il faut trouver le juste milieu, le curseur. Ouais. Mais je trouve que c'est très malin et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ce que les NFT ont essayé de faire, hein, ce côté club, accès, etc. Et c'est là où je me dis en fait que le Web3 pourrait potentiellement créer cette forme d'engagement très liée à ce que font les compagnies aériennes avec les tokens qui peuvent être les miles. Bien sûr, tout ça, qui te donnent accès de manière privilégiée à certains trucs, behind the scene. Et d'aligner vraiment les intérêts des lecteurs et des médias, faire en sorte que voilà, tout soit... On attend les bons use cases, hein, justement, voilà, sur les NFT. On les attend, ouais. Mais je pense que ça va venir, et puisqu'on est un peu sur les prédictions, je pense que c'est des choses qu'on va voir arriver. On a fait le tour des questions, donc est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose en prévision, en prédiction, des choses que j'aurais pas rajoutées pour 2023? On a parlé de pas mal de choses. On a fait un bon tour. Être pragmatique. Ouais, être pragmatique. Mais c'est vrai, t'as raison, être pragmatique, c'est toujours une prédiction qu'on peut faire. Parce qu'on est clients nous-mêmes. Ouais, bien sûr, donc être pragmatique. Et les chouchouter. Et chouchouter les abonnés et leur parler. Maxime? Au moment où t'as dit NFT, ça me faisait pas penser en conclusion, et plus c'est ta première question sur le flop. J'ai vu pas mal de médias américains, notamment en télé, essayer de faire des NFT au tout début de l'année pour et dont CNN, hein, enfin voilà, il y a aucun souci pour vendre une scène un peu historique, mais justement il n'y avait pas toute la réflexion derrière dont vient de parler Johan sur en fait une fois que tu l'as cette scène, ça te permet d'accéder à quoi. Est-ce que c'est pour rentrer en contact avec la rédaction, parler aux gens qui ont bossé un moment dans ces émissions-là, qui ont vécu ça de l'intérieur, ou est-ce que c'est so what, t'as la scène d'élection de Trump et en fait tu vas payer très cher mais tu sais pas pourquoi, et à nouveau ça te différencie pas d'un autre abonné. Donc j'aime beaucoup ces idées de club ou de communauté qui ont un sens. Après, quel que soit le format, si ça prend le format d'un nombre d'articles lus, de NFT, super, mais faut qu'il y ait du sens derrière sur ce que ça offre comme promesse. Exactement, c'est ce qui est derrière qui est pas important, c'est pas la techno qui est utilisée, exactement. mais le nom. Top, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci. À tous les trois, et puis à vous qui avez écouté cette table ronde. On espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosa-nostra.com.
cosavostra.com. Portez-vous bien.